direct, c'est exceptionnel. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Unéo et consacré au sommeil et à l'hygiène de vie. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, c'est dire si le sujet est vital, et tout particulièrement chez les adolescents. D'ailleurs, on est en pleine période de révision des examens, période qui est particulièrement propice au stress, vous le savez très bien, et au manque de sommeil parfois. Pour aborder ces sujets, nous recevrons ce soir le professeur Damien Léger, auquel vous allez pouvoir directement poser vos questions sur le chat. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin des hôpitaux de Paris, spécialiste du sommeil, responsable du centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris. Oui. Alors, première question qui va être toute simple en quelque part, c'est le sommeil est indispensable à tous, on le sait, mais pourquoi ? Oui, d'ailleurs, je trouve ça assez extraordinaire à chaque fois qu'on voit des gens qui viennent dormir chez nous, là, dans notre centre. On se rend compte que quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient très occupés, qu'ils le soient moins, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, eh bien, ils ont toujours ce besoin de dormir. Alors, bon, quelquefois, on peut se passer de manger pendant un certain temps, moins se passer de boire, mais par contre, on ne peut pas se passer de dormir. Et bon, bien que ce soit quelquefois une maladie, qu'il y ait un certain nombre de gens qui aient des problèmes, qui soient insomniaques, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent toujours quand même à s'endormir. C'est quelque chose d'assez magique, parce que c'est la nuit, un peu partout dans le même pays, il y a un certain nombre de gens qui tout d'un coup vont arrêter de faire tout ce qu'ils font dans la journée. Bien sûr, des choses très importantes, hein, puisqu'on a tous des choses très très importantes à faire. Tous ceux qui nous regardent ce soir, je pense qu'ils ont plein de choses importantes en même temps, et puis tout d'un coup, voilà, c'est fini, on est obligé de s'arrêter, tout d'un coup le sommeil qui survient, c'est extraordinaire. Voilà, c'est un phénomène indispensable. Il y a un peu cette communion de toute l'humanité quelque part autour du sommeil, puisque c'est naturel. On sent que ça tourne autour de la Terre, hein, bon, chacun est un peu en éveil pendant que les autres sont en sommeil. Et donc en fait, si vraiment on ne peut pas s'en passer, chaque jour, c'est bien que c'est extrêmement important pour nos vies. Et que effectivement, les gens qui sont privés de sommeil ont des conséquences importantes pour la santé. On ne peut pas s'en passer, personne ne peut s'en passer, évidemment. Mais alors, ce soir, on va parler particulièrement des adolescents, oui. Et on sait que leur sommeil, ils ont une spécificité. Leur sommeil a une spécificité. Quelle est-elle ? Alors, quand on est adolescent, on change, hein, tout change, bien entendu, c'est absolument visible. Hein, on n'a pas besoin d'en parler pour savoir que bon, il y a des grands changements, mais dans le sommeil aussi, ça change. Puisque en fait on part de rythmes assez réguliers qui sont ceux de l'enfance, dans lequel effectivement au bout d'un certain temps bon, on a pris l'habitude de se coucher à la même heure et puis de s'endormir et puis de se réveiller après 8-10 heures de sommeil. Pas du tout à l'adolescence, on n'a plus envie de s'endormir le soir, beaucoup plus envie de faire autre chose, donc le temps passe et malheureusement souvent on s'endort très tard, on est obligé de se lever tôt parce que bien sûr il y a les rythmes scolaire universitaire. Et tout ça, finalement, fait qu'on redécouvre un petit peu les effets quand même du besoin du sommeil, qui est à la fois très récupérateur, mais assez perturbé par le stress, par la croissance, par les conditions scolaires. Les examens, on va en parler. Et du coup, voilà, les caractéristiques sont malheureusement du fait que la plupart des adolescents n'arrivent pas à dormir comme ils l'aimeraient et comme ils arrivent à le faire pendant les vacances, les premiers temps. Ils ont des besoins naturels, physiologiques qui vont être différents de personnes d'autres tranches d'âge, les adolescents. Oui, les besoins sont encore assez importants, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait besoin, quand on est à l'adolescence, bien sûr, ce n'est pas la même chose entre 14 ans et 18 ans, mais on aurait besoin quand même de dormir à peu près 9 heures par 24 heures. Or, on est loin du compte. Un adulte, par exemple, en comparaison, un adulte en moyenne va dormir. Un adulte a besoin de dormir 7 heures. La plupart des 2 heures d'écart. 7 heures et puis un petit peu plus le week-end. Oui, il y a 2 heures d'écart. Ce qui est assez énorme. Donc, c'est justement ça, la différence avec les adultes. Il y en a d'autres, peut-être, de différences avec les adultes à ce niveau-là. Alors oui, il y a le fait est très important qu'en fait, pendant le sommeil, il y a la croissance. Donc, alors, chez les adultes, bien sûr, ça s'est arrêté. Mais chez les adolescents, bon, la croissance, vraiment, c'est nuit après nuit. Hein, l'hormone de croissance est sécrétée pendant la première partie du sommeil, le sommeil lent profond. Et donc, en fait, chacune des nuits apporte cette capacité de grandir. C'est vrai qu'on ne grandit bien qu'allongé, parce qu'en fait, on n'arrive pas à grandir debout, c'est pas possible.
Donc, il faut vraiment ne pas avoir le poids du corps, donc on ne grandit bien qu'à manger, et dans les premières parties de la nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas à cause de la pression, de la gravité de la gravité, tout à fait. Et puis l'hormone de croissance, c'est chaque nuit. Les gens qui ont des problèmes d'hormone de croissance, c'est une maladie d'un certain nombre d'enfants, etc. Et on doit leur injecter de l'hormone de croissance toutes les nuits. On a déjà nos internautes qui réagissent en direct sur le chat, et Nathalie, Nat en tout cas, nous pose la question de savoir comment le corps sait qu'il faut dormir, ou si on ne se sent pas fatigué. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il faut dormir? Alors, le signal de savoir s'il faut dormir, en fait, il est biologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la soirée, il y a l'hormone qui s'appelle la mélatonine, qui augmente dans notre cerveau et puis dans notre corps. Et en général, il nous donne le signal que c'est le moment d'aller dormir. Alors, ce signal, on le reçoit plus ou moins en fonction de son état d'excitation et puis d'un certain nombre de contextes extérieurs. Mais s'il n'est pas visible par soi-même, il est même visible par les autres, parce que, bon, il y a un moment de la soirée où on se frotte le visage comme ça, on commence à tomber un peu la tête, les paupières qui tombent et tout ça. Bon, les autres, ils voient très bien que c'est le moment de dormir. Et quelquefois, nous, on n'a pas envie de s'y mettre. Mais justement, quand on ne veut pas s'y mettre, est-ce que ça peut créer justement des problèmes? Parce que c'est assez fréquent qu'on soit devant la télé, sur l'ordinateur, on travaille, on fait quelque chose en tout cas, on a ces signaux qui arrivent, ou même pire, on conduit. Là, on parle d'un sommeil pour tout le monde, en tout cas, et on refuse. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dormir. Oui. Et quelles sont les conséquences finalement? Alors, dans la journée, en général, on peut quand même passer le cap, enfin, sauf si on est vraiment très privé de sommeil. On parlera peut-être de la conduite tout à l'heure, parce que c'est très important. Mais dans la soirée, par contre, on a ce qu'on appelle les portes d'entrée dans le sommeil, et ce qui fait qu'effectivement, c'est à peu près tous les heures et demie, 2 heures, et si on loupe une porte d'entrée, il se passe toute une période où on va avoir plus de mal à s'endormir. Donc en fait, il faut bien profiter de ces périodes où le corps dit qu'il faut dormir, parce que sinon, après, ça va être plus difficile de s'endormir 1 heure après. Et justement, pour envoyer par rapport à ça, c'est que les adolescents, des études montrent que leur temps de sommeil a diminué depuis quelques années, depuis 25 ans en tout cas, il a clairement diminué. Quelles sont les conséquences de cette diminution du temps moyen de sommeil chez les adolescents sur leur santé ou sur leur vie en général? Alors, complètement, on a fait une étude il y a 4 ans, donc avec la cohorte qui s'appelle HSBC, qui est en fait une cohorte mondiale où on étudie des adolescents dans le monde entier. Et en France, il y a 6000 adolescents qui nous ont répondu, donc de 11, 13 et 15 ans, et donc des tranches d'âge qui représentent toute la population française. Et on se rend compte effectivement que plus on grandit, entre 11 et 15 ans, plus on perd de sommeil malheureusement. Alors ça devrait être quand même la période où on en garde en tout cas, et donc que ce soit les garçons ou les filles, c'est absolument très bien réparti malheureusement, et que cette privation, eh bien, elle se traduit au cours de la semaine, du lundi au vendredi, de plus en plus de privation, de plus en plus de difficultés à faire face au quotidien, stress, endormissement en cours, perte d'attention, perte de qualité de vie. Et puis hop, le week-end, dès qu'on peut, souvent une seule nuit par semaine, parce que souvent pas mal d'ados travaillent le samedi matin. Et donc, résultat, c'est la nuit de samedi ou dimanche qui est plutôt normalement une nuit un peu festive, quelquefois, où on voit les amis et tout ça, on se couche un peu tard. Et hop, du coup, on récupère une grande partie le dimanche, et parce que vraiment, on en a bien besoin. C'est d'ailleurs une des questions que l'un de nos internautes nous pose. Cette personne se couche tard en semaine et fait des grasses matinées le week-end. Est-ce que c'est une bonne chose pour récupérer? En tout cas, ce qui est bien, c'est de récupérer quand on n'a pas suffisamment dormi. Et donc, le principe, c'est finalement de récupérer suffisamment de sommeil pour être en forme. Mais par contre, le fait de se décaler beaucoup le week-end, ça rend difficile le début de semaine, parce que le dimanche soir, du coup, on n'a plus sommeil, et donc on se redécale. Et bon, voilà, donc moi, ce que je conseille, c'est que pendant les périodes scolaires ou universitaires, il faut essayer de rester dans des rythmes pas trop décalés, en particulier le week-end. Et puis, profiter des vacances, etc. Pour faire justement des grasses matinées, des périodes où on vraiment récupère pas mal de sommeil. Oui, justement, parce que ces grasses matinées-là ne vont pas forcément soigner ce manque de sommeil chronique. Si le manque de sommeil des adolescents de l'adolescent en tout cas, va être chronique dans la semaine, c'est-à-dire qu'il se couche trop tard et se lève tôt parce qu'il est bien forcé pour aller à l'école, j'imagine que ce n'est pas une solution finalement.
Non, c'est pas sur le long terme, c'est pas une solution, mais bon, d'un autre côté, en tout cas, le fait de dormir 9 heures, 9h30 le week-end, c'est une bonne chose parce que ça permet quand même de faire face à toute une série de besoins qui sont nécessaires. Donc, je crois qu'il faut être un tout petit peu souple quand même le week-end, même si se redécaler, se réveiller à 2-3 heures de l'après-midi, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose, ça va créer un décalage entre les deux. Un décalage, tout à fait. Très bien. Alors Antoine nous pose, la question d'Antoine a disparu malheureusement, mais Marie nous pose cette question. Sa fille dort avec son chat. Ah non, la question d'Antoine vient de revenir, désolé. Ma fille prend des... Donc Marie maintenant, ma fille dort avec son chat. Est-ce que c'est dérangeant pour son sommeil? Question intéressante finalement, parce qu'on est nombreux à avoir des chats chez nous. Et à aimer dormir avec. C'est incroyable le nombre de Français qui dorment avec des animaux, hein, d'ailleurs. Et particulièrement le chat, parce que le chat est l'animal le plus populaire chez les Français. Ah bon, oui. Dans ce cas-là, oui. On n'a pas fait d'enquête sur l'animal spécifiquement, mais en fait, le fait de dormir avec un animal, c'est très, très fréquent. Et les chats sont des animaux plutôt nocturnes. Alors, c'est pas sans inconvénient, parce qu'effectivement, du coup, il peut être actif, agité pendant la nuit, et donc forcément, il faut avoir le sommeil un peu profond pour ne pas être dérangé. Le fait de dormir avec quelqu'un, en général, c'est quand même toute une expérience aussi. Il faut trouver le sommeil à deux, hein, c'est pas toujours évident. Ouais. Et dormir avec un chat, c'est une expérience de dormir avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, et ce n'est pas forcément évident non plus. Évidemment. Même si nous ne nous réveillons pas, on va dire directement la nuit, il peut perturber le sommeil. Il y a un côté cela dit affectueux, en se disant finalement c'est bien quand même parce que ça fait une présence et tout ça. Et d'un autre côté, je pense qu'un chien doit être plus calme de la nuit qu'un chat, je pense. Ouais, c'est normal, le chat a envie de chasser peut-être la nuit aussi. Exactement. Alors Antoine, du coup, qui nous posait cette question qui est intéressante par rapport aux examens, dans la période dans laquelle on est, en pleine révision, c'est très stressant, c'est très fatigant aussi pour les élèves qui vont à l'école et qui travaillent en plus le soir. Alors, sa fille veut prendre des vitamines pour être en pleine forme pour ses examens. Est-ce que alors lui, il pense que ce n'est pas une bonne idée, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il n'a pas envie que sa fille soit en surménage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que dans un sens, c'est pas très grave de prendre des vitamines. On manque un petit peu d'exposition à la lumière, on manque de fruits naturels dans la vie quotidienne, etc. Donc, en fait, de prendre un petit peu de vitamine C, je pense que sur le principe, c'est pas un gros problème. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas ça qui va changer la vie. Ça peut donner un petit coup de fouet, mais le principe, c'est quand même de la régularité. Quand on revient au sommeil, c'est pas en prenant des vitamines qu'on lutte contre la privation de sommeil. C'est sûr, c'est pas la solution, ça. Et en pleine période d'examen, en pleine révision, une sieste, ça peut être une bonne chose? Alors, les siestes, c'est décalage. Tout à fait. Nous, on est très, très favorable à la sieste dans notre centre. Alors, je ne vous dis pas qu'on pratique beaucoup, je ne sais pas ce que vous faites ici sur Inéo, mais moyen, oui. Non, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Mais en fait, la sieste, on a découvert ces dernières années qu'au-delà de l'aspect confort, puisque tout le monde est bien sûr favorable au fait de faire une petite sieste de confort, eh bien, la sieste avait un véritable effet positif. Alors, pas uniquement sur les côtés cognitifs qui sont utiles pour les examens, c'est-à-dire le fait de pouvoir se concentrer, de répondre rapidement, de mémoriser, mais aussi même sur le plan biologique. Donc, en fait, quand les gens sont privés de sommeil, ils ont des perturbations inflammatoires, même de la perception de la douleur. On se rend compte que la sieste a un effet très positif sur la restauration de cette privation de sommeil. Donc, une sieste de 20 minutes, il ne faut pas y faire des siestes de trop longue durée, ça peut être très positif, effectivement, dans les périodes d'examen. Que le risque d'une sieste de trop longue durée, c'est lequel? C'est peut-être d'avoir une inertie, peut-être au réveil? Complètement. Oui. Le fait de dormir trop longtemps, c'est le fait d'émerger. Et donc, l'inertie du sommeil, ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, ou le fait simplement d'être dans le cirage, toutes les expressions qu'on peut avoir, en effet, une sieste trop longue, elle peut être plus négative que positive, parce que le fait de récupérer va rendre les choses... Question très intéressante de Virginie qui va nous permettre d'aborder un point qui est très actuel et qui concerne aussi, si je ne me trompe pas, la diminution du temps de sommeil moyen chez les adolescents. Ce sont les nouvelles technologies. Là, son fils, le fils de Virginie, reste connecté une bonne partie de la nuit sur des jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qu'elle suppose. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un vrai problème. Actuellement, c'est exact. En fait, cette hyper connexion, cette hyper communication en permanence a rendu vraiment les repères très difficiles. Et
bon, alors en particulier, effectivement, le fait de communiquer entre soi, de répondre au téléphone. Donc 50% des jeunes adultes, selon la dernière enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, dorment avec leur téléphone allumé dans le lit. Et donc, parmi ces 50%, il y a la moitié d'entre eux qui, quand il y a des messages pendant la nuit, regardent ou même répondent. Donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas sans conséquence sur la durée de sommeil, sur la qualité du sommeil, à la fois pour des questions physiques, le bruit, la lumière de l'écran, etc., qui peuvent perturber le sommeil. Également pour des questions psychologiques, parce qu'en fait, on est sensible aux messages qui arrivent comme ça pendant la nuit, soit de proches, soit par téléphone. Et c'est vrai que le fait de rester comme ça connecté, on pense que ça peut vraiment nuire à la récupération. On parle aussi de la question. Il faut vraiment couper les téléphones normalement. Oui, d'accord. Voilà, même le mettre en mode avion. Mode avion, couper, ne pas se laisser réveiller. À la maison, bon, ça, c'est pas avéré, mais il y a aussi une question d'écran bleuté, de cette lumière bleutée en tout cas, qui est générée par les écrans LCD des téléphones et d'ordinateurs, qui a visiblement une incidence particulière sur notre métabolisme. Oui, complètement, parce que la lumière influence justement la sécrétion de mélatonine, qui vient le soir, normalement, dès que la lumière tombe, notre mélatonine augmente, et puis elle commence à être de plus en plus importante, et puis majeure entre 2 et 5 heures du matin, à un moment où le cerveau récupère le mieux. Le fait de la lumière bleue, en fait, diminue la sécrétion de mélatonine, la retarde, et c'est vrai qu'en fait, comme la plupart de nos écrans de portables, de tablettes sont très bleutés, c'est une tendance réelle. On les met très près du visage en plus, puisque, surtout le soir, comme ça. Et bien sûr. En fait, cette tendance à retarder. Alors, une petite question technique sur la mélatonine. Si on peut un petit peu définir ce que c'est la mélatonine pour nos spectateurs qui peut-être ne le savent pas. La mélatonine, en fait, en plus, on confond quelquefois avec la mélanine, le fait d'être bronzé. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée par une toute petite glande qu'on a en dessous du cerveau. Et qui, donc oui, pour Fabienne, la mélatonine se sécrète par une glande qui est... voilà, tout à fait, par l'épiphyse, la glande pinéale, qui est juste en dessous du cerveau, et qui, en fait, dès que la lumière baisse, chez l'homme et chez la plupart des mammifères, enfin chez tous les mammifères également, et chez la plupart des espèces, entraîne ce signal de mise à l'heure, de mise au sommeil, non seulement du cerveau, mais également de tous les organes qui sont contactés par ce message mélatonine, le cœur, la respiration, le tube digestif, les hormones qui se mettent tous en mode nuit. Voilà. D'accord, c'est clairement une horloge biologique. C'est carrément l'hormone de l'horloge biologique. L'hormone de l'horloge biologique. Pour revenir aux écrans, j'ai une question plus de mon côté. On parle donc du problème des jeux vidéo, des ordinateurs, des portables qui peuvent perturber le sommeil, en particulier pour les adolescents qui sont de grands consommateurs de ce genre de médias. Mais ça fait 50, 60 ans qu'on a tous une télévision, que toutes les familles, les foyers ont des télévisions chez eux. Et en quoi c'est différent finalement? Parce qu'on regarde la télévision le soir, un film peut nous exciter, peut être comme un ordinateur, ce qu'on pense sur un ordinateur peut être un excitant. Quelle est la différence finalement? Est-ce que le problème finalement n'existait pas déjà avant? Alors, c'est vrai, oui, tout à fait. La télévision, c'est toujours un débat. C'était un grand débat pendant longtemps, pour savoir si la télévision faisait dormir ou pas. Alors, il y a l'émission Bonne nuit les petits, qui à un moment donné a donné le signal avec le marchand de sable. Mais c'est vrai que globalement, sur le plan physique, la télévision a moins d'influence a priori sur l'horloge. La télévision classique telle qu'on la perçoit classiquement, parce qu'on a beaucoup de gens la télévision sur les tablettes et tout ça, mais la télévision a moins d'influence parce qu'elle est plus lointaine, c'est moins lumineux, la lumière est moins bleue, enfin maintenant les écrans sont assez bleus quand même, voilà, mais globalement la lumière est quand même moins bleue sur les télévisions. Et puis il y a le côté interactif, c'est-à-dire la télé, sauf à zapper sur toutes les chaînes, en général c'est pas du tout interactif, c'est quelque chose que on a d'extérieur. Voilà. Bien sûr, et puis cette différence finalement, c'est que l'écran n'est pas dans le lit carrément, il n'est pas avec nous en permanence. Et il y a cette coupure peut-être entre les deux. J'ai vu une question qui est passée, qui parlait de la musique. Est-ce que c'est une bonne chose de s'endormir avec de la musique? Parce que ça peut se faire, je sais que certaines personnes s'endorment avec de la musique. En fait, pour passer au sommeil, il faut passer d'un mode de raisonnement à un mode complètement autre, qui est du domaine de la rêverie, plus penser au rationnel.
Donc en fait, tout ce qu'il favorise est bien, c'est-à-dire effectivement la lecture, même le fait de regarder un film, d'écouter de la musique, tout ça peut porter tout à fait. Vrai, on a été nombreux, je pense, en tout cas entre nous et les personnes qui regardent ce webinaire, à s'être endormis sur un film déjà. Voilà, s'être endormi sur un film, ça fait rêver, et puis on est en train de partir sur un truc, et puis on s'endort. Et puis la musique, tout à fait. Alors évidemment, c'est une histoire un peu de musique, parce qu'il y a musique et musique. J'imagine que la musique très très forte et très rythmée. Peut-être que le métal, c'est un peu plus compliqué. C'est pas évident pour s'endormir. Je n'ai jamais essayé. Mais... Alors qu'un morceau classique va être. Un morceau classique, une mélodie, ce genre de choses-là peut être assez propice à bien s'endormir. Alors, Nathalie nous demande si un café le soir pour rester éveillé et réviser. Donc, on revient sur les révisions. Ça a un effet sur le sommeil. Clairement, ça a un effet sur le sommeil. Est-ce que c'est une bonne chose déjà de faire ça? Vous voyez, de prendre un café un peu tard le soir pour continuer à réviser dans la nuit. Il y a un côté un peu paradoxal avec le café, c'est que les gens qui en prennent, en général, c'est que ça ne leur pose pas de problème, parce que la plupart des gens qui ont un problème avec le café, ils n'en prennent plus. D'accord. Voilà. Mais cela dit, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne fait pas d'effet sur le sommeil. On se rend compte que dès que les gens prennent du café tard le soir, ça provoque des micro-réveils pendant la nuit, qui s'en rendent compte ou pas. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas recommandé de prendre un café trop tard le soir, on dit après 5-6 heures de l'après-midi en général. Voilà. Alors comment rester réveillé pour réviser? Dans ce cas-là, faire une petite sieste, c'est beaucoup mieux. En fin d'après-midi. Peut-être mieux étaler le sommeil finalement quelque part. Une petite sieste en fin d'après-midi, bien manger le soir, c'est-à-dire en fait, on sait que pour rester réveillé, il vaut mieux avoir des repas à base de protéines et non pas de glucides. Si on prend un repas trop sucré, le soir, on va tendance à s'endormir. Voilà, donc avoir un repas plus équilibré sur le plan des protéines. Et puis surtout, voilà, s'écouter. Si on est vraiment trop endormi le soir, peut-être qu'il faut travailler le matin, je ne sais pas. D'accord. C'est une solution. Une question très intéressante de Charlène qui nous pose la question est-ce que la drogue a un effet sur le sommeil? Alors la drogue, il y a plusieurs sortes de drogues. Du coup, j'imagine que je sais pas si substances sont très variables et bien entendu, il y a des drogues qui sont excitatrices, alors donc elles sont quand même plutôt contre le sommeil, alors que les drogues qui sont sédatives, genre cannabis, etc., probablement elles favorisent une diminution de l'anxiété et puis peut-être des gens qui sont très anxieux, peut-être qu'ils s'endorment plus facilement, mais en tout cas ce n'est pas je pense la propriété de ces drogues, et bien sûr c'est pas le genre de choses qu'on peut recommander pour dormir. Bien sûr, mais en parlant de drogue, on n'est pas vraiment dans la drogue, mais on est sur une addiction, la cigarette. La cigarette, alors c'est stimulant, le tabac c'est stimulant. Ouais. Et donc en fait, c'est vrai qu'on le sent, un effet excitateur du tabac, quand les gens prennent des cigarettes, quelquefois pour rester éveillé. Donc effectivement, c'est un côté qui empêche un peu de s'endormir si on prend des cigarettes trop tard. Donc clairement, la cigarette avant de se coucher, ce que beaucoup de personnes font d'ailleurs, et même de jeunes aussi qui révisent leurs examens, parce que le stress, parce que la cigarette a un côté déstressant aussi pour certains, c'est une mauvaise chose. Voilà, on n'est pas, les effets négatifs du tabac, ils ne sont pas principalement sur le sommeil. Oui, évidemment, c'est sur autre chose. Mais c'est un effet excitateur. Alors ça peut être un effet positif, effectivement, de rester un petit peu éveillé à certains moments, mais enfin, en tout cas, c'est trop tard dans la soirée, ça reste excitateur. D'accord. Très bonne question de Manon, qui revient sur la révision par rapport au fait de réviser tard. Est-ce qu'il vaut mieux réviser le soir avant de se coucher? En tout cas, est-ce que ça aura une influence sur le sommeil, peut-être le perturber, ou au réveil? Alors, le sommeil a un effet très important sur la mémoire. On est en train encore d'explorer les effets bénéfiques. Là, en ce moment, on a plusieurs chercheurs chez nous, Mélanie Strauss, Thomas Andrion, qui travaillent sur quelles sont les perceptions qu'on peut avoir au cours du sommeil, même qui nous favorisent l'apprentissage, qui nous permettent d'intégrer des messages dont on n'est pas toujours conscient. Et c'est exact que le sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, permet la mémorisation. Et donc, en fait, apprendre les choses avant de dormir, ça permet de mieux les mémoriser. Cette fameuse magie, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il y a un rôle du sommeil dans l'apprentissage. Donc, si on a un truc à savoir pour le lendemain, si on l'a vu avant de dormir, c'est encore mieux. C'est plus difficile de l'apprendre le matin que le soir. Plus difficile pourquoi? Parce que le matin, disons que le matin, on va avoir la mémoire immédiate, mais par contre, une fois que la nuit sera passée, une partie est intégrée et donc va pouvoir en sortir plus automatiquement.
Donc, pour les adeptes de la procrastination, en termes de révision, il vaut mieux réviser un petit peu en avance. Voilà. Pour, Et maintenant, il faut trouver son rythme, hein, parce que chacun a son horloge biologique un peu spécifique. Il y a des gens qui sont vraiment du soir, et donc, en fait, ils sont très en forme le soir, donc ils vont apprendre plus facilement le soir. Puis, il y a des gens, il n'y a plus personne après 9 heures, et donc, eux, c'est le matin qu'ils vont être très en forme sur le plan intellectuel. Et ça, c'est des rythmes qui appartiennent à chacun. Il faut essayer de les trouver. Bien sûr. Beaucoup d'adolescents font du sport, hein, et de jeunes aussi font du sport, puisque les parents les mettent à ça, et puis c'est une bonne chose aussi pour eux, pour leur développement. Oui. Mais est-ce que, donc là, on a Cyril qui nous pose cette question, qui est, lui, a besoin de faire du sport pour déstresser pendant les examens, en tout cas avant les examens et pendant les révisions. Est-ce que déjà, c'est une bonne chose pour le sommeil, de faire du sport? Oui, complètement. Ouais. Faire du sport, faire du sport régulièrement, ça augmente le sommeil lent profond. Donc, en fait, c'est très bénéfique pour le sommeil, c'est bénéfique contre le stress, comme le dit Cyril, absolument. Et puis, globalement, donc, en fait, dans l'équilibre des cycles de sommeil, du sommeil récupérateur, le fait de pratiquer une activité physique régulièrement est bonne. Alors, donc, avant les examens ou pendant l'année, c'est une bonne chose pour le sommeil. Et puis, le sommeil est très important pour le sport de haut niveau aussi. On contribue cette année à la préparation d'un certain nombre d'athlètes olympiques pour la préparation des Jeux de Rio à l'Hôtel-Dieu et avec notre équipe de recherche à l'IFASA. Et donc, on sait l'importance du sommeil pour la performance. Oui, c'est ça, parce qu'il est avéré que certains sportifs de haut niveau ont eu des blessures chroniques dont ils ne s'en sortent pas, et c'est souvent, il paraît que ça a été dû parfois à des problèmes de sommeil chroniques aussi. Tout à fait, Mounir Chenaoui, qui est un des chercheurs que vous connaissez, et bien, donc, il a bien montré qu'effectivement, dans la prévention des blessures, le fait de dormir et d'avoir du sommeil lent profond, c'est important, et qu'on ne sait pas toujours avant les compétitions comme avant les examens, on est un peu fixé sur l'objectif. On a tendance quelquefois à se priver de sommeil les jours précédents. Bien sûr. Et, voilà, alors, on va passer sur la question d'Enzo qui envoie sur ça, mais une question encore sur le sport, qui était, est-ce qu'il y a une heure où on doit s'arrêter de faire du sport, ne pas faire du sport, parce que il y aura ce côté excitant du sport, hein, pour lequel clairement notre rythme cardiaque s'est accéléré, augmenté, et donc va perturber notre sommeil après par la suite. Oui, alors le sport, en fait, ça augmente la température interne, et donc en fait, c'est ça qui perturbe un peu le sommeil éventuellement le soir, c'est d'avoir trop chaud, parce que pour s'endormir, il faut perdre 1 degré. Hein, et donc, plus on fait le soir, plus on est... voilà, mais de toute façon, le fait de faire du sport est bon, donc si on ne peut pas faire autrement que le faire un peu dans la soirée, sinon, il faut bien se rafraîchir après. Hein, c'est le principe, c'est-à-dire prendre une douche vraiment fraîche. D'accord. Après l'activité douche pas chaude, glaciale, mais fraîche. D'accord. Et donc, qui permettra du coup de diminuer cette augmentation. Beaucoup pensent que la douche chaude avant le sommeil peut être bénéfique. C'est faux, ça. Oui, c'est en effet une espèce de fausse croyance. Alors, le bain chaud, bon, mais ça détend, hein. Ça fait du bien. Donc, il ne faut pas quand même dire que c'est pas. Mais c'est vrai que si on a des problèmes d'endormissement, c'est pas agréable. Mais si on a des problèmes d'endormissement, c'est mieux effectivement de prendre une douche un peu fraîche, c'est-à-dire de rafraîchir l'horloge. Au contraire, le matin, si on veut être très en forme, il faut prendre une douche bien chaude. Bien chaude le matin. Donc c'est finalement l'inverse. La douche froide ne va pas nous réveiller. Voilà, la douche glaciale n'est pas... Comme l'on croit. Enzo, donc on revient à la question d'Enzo qui nous dit que la veille d'un examen, et c'est tout à fait naturel, il n'arrive pas à dormir. Le stress, on imagine. Hein. Est-ce qu'il y a une astuce pour être en forme quand même le lendemain? Parce que c'est dur quand même de gérer le sommeil la nuit comme ça. Non, c'est une vraie question, c'est pas évident parce que, et donc en général, si on a des problèmes la veille d'un examen, c'est que c'est pas uniquement quand même la veille de l'examen, c'est que ça arrive assez régulièrement. C'est des trucs qu'il faut pas trop minorer, c'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences après sur la réussite, la manière d'être stressé pour les trucs. Donc si ça arrive plusieurs fois, ça vaut le coup quand même d'en parler à son médecin, puis d'essayer de trouver un peu une solution par rapport à ça et d'anticiper. Alors après, il ne faut pas non plus dramatiser les choses. On se rend compte que même si la nuit d'avant l'examen est assez courte, ce n'est pas pour autant qu'on ne réussit pas. Ce qui est compliqué à faire avec une nuit courte, ce sont des épreuves de longue durée. D'accord. Si on a une épreuve qui dure 4-5 heures, si on n'a pas bien dormi, voilà. Si les épreuves sont plus courtes, 1 ou 2 heures, des oraux, des choses comme ça, en général, on arrive quand même à mobiliser suffisamment bien. Il y a aussi cette adrénaline, si je peux parler comme ça, en tout cas, qui va donner ce coup de fouet pour cette concentration, en tout cas. Voilà. Alors, Fabienne parle donc là des petits qui ont souvent un rituel avant de dormir.
hein, où il y a un rituel clairement du coucher qu'on apprend aux parents. Est-ce que c'est pareil pour les ascoutes, pour les ados? On devrait faire peut-être la même chose, même pour les ados et même pour les autres. Est-ce qu'on devrait avoir tous un rituel pour dormir? Bah, complètement, oui, c'est une bonne chose d'avoir un rituel. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que le rituel, il déclenche tout le processus de survenue du sommeil, qui est en fait assez compliqué dans le cerveau extérieur. Et en fait, le fait d'avoir des repères, avant, voilà, progressivement, les étapes se font. Et donc, c'est très bien chez les enfants. Bon, il y a l'effet doudou, raconter une histoire. C'est plus simple, on va dire, chez l'enfant. C'est plus logique déjà, par rapport à ce qu'on sait. Il y a l'histoire, le doudou, voilà. Mais nous, enfin, pour un adolescent, concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être? L'adolescence, c'est un peu le fait de faire un peu la même chose avant de se coucher, c'est-à-dire on se laver les dents, se fermer les rideaux, faire son petit rituel comme ça. Et puis, surtout soigner aussi son environnement de sommeil. C'est des trucs qu'on a observés à plusieurs reprises dans les chambres d'ados, que souvent il y a plein de choses autour du lit, parce que le lit, c'est quand même le refuge où c'est son univers, l'univers personnel. Et donc, en fait, moi, il faut réserver une petite place dans ce lit pour le sommeil. C'est-à-dire, il ne faut pas que tout soit envahi de trucs partout. Il faut essayer de... Ça peut être dérangeant, justement. Voilà. Peut-être aussi dans la révision, dans la période de révision, comme pour le travail des adultes aussi, ceux qui travaillent chez eux, mais pour la révision des adolescents, ne pas réviser dans la chambre, peut-être pour séparer l'endroit où il travaille et l'endroit où il va dormir. Voilà, après, c'est pas toujours facile, mais oui, on n'a pas autant d'espace. Voilà. Mais simplement, par contre, voilà, je pense trouver au niveau de pour s'endormir des trucs qui soient agréables, voilà, un bon oreiller, bien sûr. Bon, des éléments physiques qui favorisent le sommeil, parce que le sommeil, c'est aussi pas uniquement psychologique, c'est bien physique. D'accord, clairement, donc vraiment mettre une condition pour être agréable. Voilà. Une condition agréable en tout cas. Condition agréable, pas trop de bruit, voilà, un truc un peu confort. On pourrait vraiment ce petit protocole. Nathalie pose une question très intéressante sur question de santé, clairement. Le diabète de type 1 a-t-il une incidence sur le sommeil de l'adolescent? Un adolescent diabétique, en tout cas. Alors, pas directement. Il y a des relations, bien entendu, entre le diabète, la glycémie, le sommeil. Ça, c'est des questions scientifiques qui, effectivement, existent. Mais le fait d'avoir un diabète type 1 n'a pas spécifiquement d'incidence sur les troubles du sommeil. Il y a déjà bien suffisamment de soucis quand on a un diabète de type 1, mais sur le sommeil, ça n'a pas de conséquences spécifiques. D'accord. Revenons un petit peu sur le sport et les blessures. Oui. Blessures, sport ou non, mais Nadine nous pose cette question. Si le manque de sommeil peut avoir une influence claire sur les douleurs inflammatoires? Alors, douleurs inflammatoires, probablement. En tout cas, sur les douleurs, oui. On sait que quand on ne dort pas bien, on est plus sensible à la douleur. C'est un peu l'effet rage de dents, c'est-à-dire quand on a vraiment mal aux dents, ça empêche de dormir, et moins on dort, plus on a mal. Plus on a mal, moins on dort, etc. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Et effectivement, c'est des choses qu'on a redémontrées lors de ces expériences sur la sieste l'année dernière avec Brice Faro. C'est que le fait de se priver de sommeil comme ça augmente la sensation de douleur, et le fait de pouvoir faire une sieste diminue la sensation de douleur qui était provoquée par la privation. Donc oui, en effet, le manque de sommeil peut favoriser des douleurs. Favoriser des douleurs. Ouais. Quelles autres conséquences physiques, de santé, on va dire clairement, en dehors des conséquences psychologiques, d'humeur et de fatigue, un manque de sommeil chronique peut provoquer? Alors, en fait, le fait de dormir moins de 6 heures, donc on l'a vu sur pas mal d'études épidémiologiques dans des grands groupes de population, aux États-Unis, au Japon, en France, en Europe en général. C'est le fait de dormir moins de 6 heures par 24 heures pendant plusieurs mois augmente le risque d'obésité, de diabète. D'accord. Alors le diabète de type 2, là, c'est le diabète qui est lié à l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, bien sûr les accidents de la route. Et donc, c'est tout à fait clair qu'il y a ce lien entre privation de sommeil et ces maladies chroniques. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est le corps qui ne travaille pas, peut-être? Oui, tout à fait. Alors, à la fois, il y a des causes qui sont d'ordre hormonal, c'est-à-dire en fait, le fait de ne pas dormir suffisamment perturbe les circuits hormonaux, et puis sur le plan cardiovasculaire, le fait que
le cœur puisse se reposer pendant la nuit. Et puis après, il y a des histoires comportementales qui font que si on dort pas assez, ben dans la journée, on est plus fatigué, donc on bouge moins, donc on fait moins d'activité physique, donc on grignote plus. Et voilà, et tout ça. Mais alors, c'est même précisément quand on dort pas assez, ben on a envie de trucs sucrés. Voilà, donc on a envie de manger des chips, oui, mais des choses gras ou sucrées, c'est-à-dire des chips, des confiseries. Ça, c'est avéré. Il y a un lien entre le besoin, l'envie de grignoter des choses qui ne vont pas être bonnes forcément pour notre santé et le fait de manquer de sommeil. Oui, complètement. Il y a des études qui ont montré que quand on était privé de sommeil, comme ça, on n'avait qu'une seule chose, c'était de récupérer de l'énergie, et donc en fait de manger des trucs qui ont l'air d'apporter de l'énergie, qui finalement font grossir. N'est pas vraiment d'accord. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter finalement quand on a ce manque chronique de sommeil? Il y a des signaux qui vont nous dire, mais voilà, là, on atteint un point où il faut peut-être s'occuper de ça et peut-être aller voir un spécialiste, consulter un spécialiste en tout cas. Oui, alors je pense que dans l'insomnie, en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'un sommeil qui n'est pas de bonne qualité, mais on dit que c'est sérieux, que c'est sévère quand on souffre d'insomnie, c'est-à-dire qu'on a des problèmes au moins 3 fois par semaine. Depuis au moins 3 mois, avec des conséquences dans la journée. Donc ça, c'est un peu, vous voyez, ça veut dire que ça commence à devenir vraiment fréquent. 3 fois par semaine. Voilà. Alors dans la privation de sommeil, bon, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Surtout quand on a l'impression, on voit beaucoup de gens qui trouvent que c'est super de dire, moi, je peux m'endormir partout. Et vous voyez, vous prenez quelquefois les transports dans la journée ou dans les week-ends, et tous ces gens qui s'endorment comme ça, de manière incontrôlée, qui quelquefois le prennent comme un atout. Et en fait, c'est vrai que le fait de s'endormir partout, c'est un mauvais signe, hein. C'est pas un bon signe. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une maîtrise du micro-sommeil, peut-être, parce que le micro-sommeil, c'est une bonne chose, non? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Une démocratisation du micro-sommeil. Alors, on peut peut-être en dire un mot du micro-sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bien d'inculquer au plus que les gens apprennent peut-être à gérer leur sommeil par des petites siestes très rapides comme ça pour leur santé? Est-ce que ce serait une bonne chose? Les tout petits micro-sommeils, ça n'a pas tellement c'est un peu relaxant, mais ça n'a pas tellement d'effets positifs. Donc, par contre, apprendre à faire des siestes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'introduire dans les dialogues autour des pauses, en particulier pour le travail de nuit et à horaire décalé. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des recommandations dans ce sens-là, en disant que quand les gens travaillent de nuit en horaire décalé, il faut admettre la possibilité qu'ils puissent faire des siestes dans ces... Voilà, c'est pas toujours facile dans les entreprises à organiser, etc. Mais plutôt que de boire et le café, ce serait mieux d'apprendre à faire la sieste. D'apprendre à faire la sieste plutôt, d'accord. Qui est le meilleur des manières pour récupérer. Que dire, Fabienne? De faire dodo là maintenant. Fabienne nous pose la question par rapport à son fils qui révise jusqu'à 3h du matin pendant les examens. Elle a peut-être peur qu'il se fatigue un petit peu trop. Qu'est-ce qu'elle peut lui dire en fait? C'est de bon sens. En fait, à partir d'un certain moment, on n'apprend plus, on ne fait que se fatiguer, etc. Donc en fait, à un moment donné, il faut arrêter, oui, c'est vrai. Et donc en fait, s'il est 3h du matin, pourquoi pas 5h, Donc en fait, non, il faut vraiment se réserver suffisamment de sommeil pour être en forme le lendemain. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Il faut tenir bon. On s'en rend compte. Ne pas forcer sur le travail. À un moment donné, il faut dire stop. Non, mais il y a une sorte d'hygiène de vie et c'est vrai que 3h du matin, c'est trop tard. D'accord. Patrice qui revient un peu sur le sport. Alors, on dit que la meilleure nuit avant une compétition sportive est l'avant-veille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est établi par rapport à ça scientifiquement parlant ou est-ce que c'est une croyance? Non, moi je n'ai jamais entendu parler de ça, mais du moins la plus importante. L'avant-veille, ça veut dire peut-être qu'on est moins stressé et que du coup, effectivement, ça permet d'accumuler un petit peu de sommeil. Il y a quelques années, effectivement, on a suivi un certain nombre d'équipes du Tour de France à la voile. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a eu la chance d'avoir les équipages gagnants qu'on a suivis, qui ont fait plusieurs enregistrements de sommeil. Et on s'est rendu compte que l'équipage qui a gagné, c'était l'équipage de Nantes d'ailleurs, avait fait des provisions de sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils dormaient beaucoup plus avant les épreuves, prenaient une sorte d'avance de sommeil comme ça. Alors, c'est peut-être ce que veut dire Patrice. Donc, il y a clairement, oui, une corrélation entre le sommeil et les performances sportives, ce qui était assez logique, mais peut-être que même il y a quelque chose à travailler pour les équipes à ce niveau-là, en termes un peu d'avance sur le sommeil, pour être d'accord. Alors, une question que j'ai vue passer tout à l'heure qui concernait les rêves. Oui. C'était Charlène qui nous l'a posé. Les rêves, qu'ils soient bons ou mauvais,
est-ce qu'ils peuvent avoir une influence sur le sommeil, sur la qualité du sommeil? Est-ce qu'un cauchemar, c'est peut-être une question qui vient comme ça, mais un cauchemar qui va donc peut être un perturbateur de sommeil, de qualité de Les sommeil? cauchemars, ils existent de toute façon, c'est-à-dire qu'en fait, chaque nuit, on fait des milliers de rêves dont on n'a pas toujours conscience, et il y en a un certain nombre qui sont mauvais, qui font peur, qui sont angoissants, ils reflètent un certain nombre de questions qu'on se pose et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, en soi-même, le fait d'avoir des cauchemars, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, ça veut dire que ça travaille et qu'on est en train d'organiser un petit peu nos réponses par rapport à ces difficultés. Alors, ça devient perturbant quand les cauchemars réveillent trop souvent, et en particulier en première partie de nuit, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des terreurs nocturnes, c'est-à-dire qui crient de manière très très forte, une sorte de somnambulisme très préoccupant, et à ce moment-là, oui, c'est une question vraiment à aborder avec un médecin. Mais les cauchemars en soi-même, non, c'est plutôt normal, les rêves, les cauchemars. Pour les problèmes de sommeil, quel médecin peut-on aller voir? Je pense qu'en premier, il faut aller voir le généraliste, c'est-à-dire, c'est vraiment, on a une grande recommandation par rapport à ça, mais pas lui raconter les trucs au dernier moment, parce que les généralistes se plaignent de dire que finalement, la plupart des gens qui vont les voir pour le sommeil, en fait, ils leur parlent de toute autre chose, et puis dans la dernière minute, ils leur disent, au fait, je dors toujours pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous n'avez pas une petite pilule pour ça? Et donc, en fait, ce qu'on recommande, c'est, si vraiment on a des problèmes importants, c'est de prendre un rendez-vous spécifiquement sommeil avec le généraliste. Alors, en disant, je viens vous voir pour les problèmes de sommeil, et puis qu'on fasse bien le point. Il y a des agendas de sommeil qui sont un peu partout sur Internet qu'on peut utiliser, sur les sites de l'Institut du sommeil en particulier. Et puis, utiliser ces agendas pour parler assez clairement de son sommeil. Le généraliste, après, va pouvoir nous orienter vers d'autres spécialistes, peut-être Voilà, si jamais les problèmes sont vraiment importants et que le généraliste n'arrive pas à trouver une solution, à ce moment-là, il va orienter vers des centres spécialisés du sommeil qui existent un peu dans toutes les villes, qui à ce moment-là vont faire des enregistrements pour spécialistes. Alors, quelques questions qui sont passées, donc la Virginie, mais d'autres personnes sur le chat l'ont posé, c'est est-ce que le sommeil et l'alimentation sont liés? Par exemple, dans manger beaucoup le soir, est-ce que c'est pas une mauvaise chose? Peut-être manger trop, de toute façon, il n'est jamais une bonne chose, mais manger trop lourd le soir, dans le repas du soir, va être une mauvaise chose pour le sommeil. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien, et l'effet de digestion fait que si le sommeil, si le repas est trop copieux le soir ou trop arrosé, eh bien, donc, le sommeil ne va pas être de bonne qualité, puisqu'il y a tout un travail qui va se faire et qui va perturber la qualité du sommeil. Donc, en fait, on conseille plutôt que le repas principal de la journée soit plutôt à déjeuner plutôt qu'au dîner, et que le soir, justement, si on veut bien dormir, on prenne un repas plutôt sucré, avec des sucres lents, des sucres rapides. D'accord, tout à fait. Un peu de pâtes, le riz, complètement. D'accord. Et puis surtout, aussi vis-à-vis bien s'hydrater au moment du dîner, et pas trop boire tardivement dans la soirée, parce que sinon on est obligé de se lever plusieurs fois, et puis voilà, on connaît ces problèmes-là, mais boire, on sait que c'est vital, c'est aussi important de manger, mais même plus. Boire, est-ce que ça a une incidence directe sur le sommeil? Le fait de bien s'hydrater c'est tout le long de la journée. C'est pas très bien connu, mais en effet, il semble qu'en tout cas la déshydratation est quelque chose qui réveille. D'accord. C'est un des effets relationnels entre la température et la qualité du sommeil. C'est arrivé à peu près à tout le monde, j'imagine, dans ceux qui nous suivent, de se réveiller la nuit, d'avoir vraiment la gorge asséchée, de devoir boire. Donc ça, c'est important. Peut-être d'avoir la bouteille d'eau aussi près de soi. Je pense que le mieux, c'est de boire effectivement en début de soirée, d'essayer de bien s'hydrater à ce moment-là, parce que souvent on revient d'une journée, on n'a pas forcément très bien bu dans il a pour boire à ce moment-là, plutôt que juste avant de se coucher ou au moment de la nuit. Très bien. On va conclure, professeur Léger. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux adolescents, aux parents, pour récapituler, en quelque sorte, pour gérer le sommeil en période d'examen et de stress? Qu'est-ce qu'on peut leur dire Je pense que moi, il faut prendre le sommeil comme un atout, c'est-à-dire que trop souvent, même chez les adolescents comme chez les adultes, trop souvent on se dit si je pouvais ne pas dormir, je réussirais bien mieux parce que j'aurais tout le temps pour faire autre chose, etc. Et donc là, en fait, au contraire, il faut prendre le sommeil comme un atout. C'est quelque chose de très précieux et qu'il faut savoir un petit peu utiliser, respecter dans les jours, en tout cas qui précèdent l'examen, se donner du temps pour dormir, parce qu'évidemment, ça ne se déclenche pas comme ça. Il faut se donner du temps. Et puis après, il faut aussi donner l'environnement. Il faut que tout le monde respecte dans la famille. C'est la période des examens.
Donc aux adultes aussi de faire attention, pas trop de bruit le soir, respecter un peu le sommeil des ados et des enfants pour que, passer cette période des examens, on puisse avoir des rythmes plus naturels pendant les vacances. Il y a effectivement cette vision du sommeil peut-être que beaucoup ont, qui est à changer, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas du temps perdu, mais fait partie de la vie, clairement. C'est un atout, hein, clairement, de bien dormir, et donc en fait, si on peut arriver à l'utiliser à bon escient, ça donne des atouts pour être en forme et donc pouvoir répondre bien à toutes les épreuves de la vie, en particulier les examens. C'est plein de bien. Très bien. Écoutez, un grand merci, professeur Légien, pour votre présence et pour avoir répondu à nos questions et à toutes celles de nos internautes. Un grand merci à vous. Oui, merci de l'interactivité, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ça, il y a eu beaucoup de questions. Merci en tout cas à nos internautes de nous avoir suivis et d'avoir participé aussi activement. C'est une très bonne chose. Vous pourrez dans tous les cas retrouver ce replay du webinaire donc, sur le site Unéo Prévention dès demain. Merci à tous et une très bonne soirée. Et bonne nuit. Et bonne nuit.